Ami créateur de contenu en vidéo sur internet, j'ai sans doute un produit qui pourrait bien t'intéresser. Alors attention, il va falloir prévoir le budget. Et c'est pourquoi je m'adresse peut-être à ceux qui ont déjà envie, en tout cas qui ont un besoin plutôt professionnel, voire semi-professionnel. Cette caméra que j'ai à côté de moi et dont je veux vous parler ici, il s'agit de l'Obsbot Tail Air, une caméra dite PTZ pour Pan Tilt Zoom. Pan parce que sa tête motorisée lui permet de bouger façon panorama. Tilt parce que, encore une fois, sa tête motorisée peut s'incliner de haut en bas. Et puis zoom parce qu'elle est dotée de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui, une fois qu'elles auront identifié la cible que vous lui aurez définie, va se charger non seulement de tourner, de s'orienter, mais aussi de zoomer dans l'image. L'Obsbot Tail Air, puisque c'est de cette caméra qu'il s'agit, vous l'avez même d'ores et déjà vu à l'œuvre sur la chaîne dans des tests de produits, notamment la Navimo i105, puisque cette caméra, je l'avais installée sur son trépied dans mon jardin, et c'est elle qui me suivait automatiquement en respectant par ailleurs la valeur de plan que je lui avais indiquée, mais je vais y revenir ici plus en détail avec l'expérience dans mon jardin. Mais avant cela, il faut bien que je vous parle des caractéristiques techniques de cette Tail Air. Elle est dotée d'un capteur CMOS de 1 sur 1,8 pouces, 8 millions de pixels pour filmer en Ultra HD. Attention, même un petit peu plus, puisqu'ici, la définition de captation est de 3856 par 2176 pixels. Vous voyez qu'on est très légèrement au-dessus des 3840 par 2160 pixels. Grosso modo, vous avez donc cette définition que vous allez pouvoir importer dans vos projets, tout simplement que ce soit pour enregistrer en direct sur sa carte micro SD, puisqu'elle est dotée d'un port micro SD, que ce soit pour l'injecter dans vos différents outils de streaming, pourquoi pas via OBS, et je vais y revenir tout de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourrez soit faire de l'Ultra HD à 30 ou 24 images par seconde, ou alors faire du 1080p à 60 images par seconde. Je me doute que certains se diraient « Moi, de l'Ultra HD à 60, ça aurait été préférable ». Malheureusement, ce n'est pas possible ici. Obsbot nous dit que le bloc optique est composé de 8 lentilles de verre, du verre traité qui va notamment éviter le phénomène de distorsion. Sachez qu'on est là sur une focale équivalente à 23 mm avec une ouverture f1.8. C'est plutôt une bonne donnée, ça devrait permettre de capter suffisamment de lumière. Mais justement que dans cette gestion de la lumière, on a une caméra qui est capable de monter dans les ISO de 100 à 6400 ISO. Attention, bien évidemment, vous l'aurez compris, on n'est pas là, vu le form factor de ce produit, sur des véritables capacités d'un boîtier réflexe par exemple, ou d'une véritable caméra. Je pense qu'il va falloir faire des concessions et ajuster également les paramètres au niveau des ISO, mais aussi au niveau de l'exposition, puisqu'on a une plage assez souple qui va de +3 à -3, et là aussi, on devrait, de manière logicielle, pouvoir intervenir sur les réglages et trouver quelque chose d'optimal. Je vous ai parlé de la focale équivalente, 23 mm. Sachez qu'on a aussi un zoom numérique uniquement, on n'a pas de zoom optique sur ce produit. Zoom numérique 4 fois. Attention, je vous ai dit c'est une caméra Ultra HD, donc sur son capteur de 8 millions de pixels, on va déjà être un petit peu au taquet. Donc est-ce qu'il ne sera pas préférable, sous certaines conditions, de filmer en 1080p à 30 ou à 60, et puis ensuite de se laisser un petit peu de marge pour faire un zoom si nécessaire, ou alors de filmer en Ultra HD pour un projet en 1080, ou pourquoi pas encore privilégier peut-être les fonctionnalités de zoom des logiciels de montage qui sont plutôt assez propre. Ça reste une caméra motorisée qui va néanmoins vous assurer une zone de couverture de -160 à +160 degrés si on considère que par ici on a le point zéro, donc on a à peu près 320 degrés sur les fonctions panoramiques de la caméra. Sur le tilt qui consiste cette fois-ci à orienter la tête de haut en bas, on est à environ plus ou moins 90 degrés. Si cette fois-ci elle devait être comme ça, on pourrait la faire remonter dans les deux sens puisqu'elle est dotée d'un pas de vis et que vous allez pouvoir la greffer naturellement à une semelle d'appareil photo, tout simplement à ce type de bras que j'ai moi ici derrière. Typiquement, vous le voyez, elle est en position, parce qu'il m'est arrivé, y compris pendant les lives, de fixer la caméra comme ça et puis de filmer une vue par le dessus de produits, par exemple, que j'étais en train de présenter. On a une vitesse maximale de rotation de 120 degrés par seconde. Là aussi, on va la mettre à l'épreuve dans les fonctionnalités de suivi, mais sur le papier, ça s'annonce plutôt
pas mal. Du côté de la connectique, eh bien sachez-le, on a à la fois un port micro SD à l'arrière, donc qui va permettre de stocker, comme je l'ai dit, les enregistrements. On a aussi un port micro HDMI qui va vous permettre, si besoin, eh bien de ressortir le flux vidéo de la caméra sur une table d'acquisition par exemple, enfin sur un périphérique d'acquisition, mais on a aussi un port USB Type C. Alors ce port USB Type C, il sert naturellement à recharger la caméra, mais aussi il peut accueillir un autre élément qui se trouve cette fois-ci dans la petite pochette qui est livrée, petite pochette assez robuste d'ailleurs, intéressante, pour transporter la caméra, et une pochette qui en plus est dotée ici de ce petit compartiment à filet qui va permettre de ranger le câble USB Type C, ce petit adaptateur qui est une sorte de doubleur de connectique pour la recharger pendant qu'on l'utilise, mais pendant qu'on l'utilise avec un autre adaptateur USB Type C, par exemple un adaptateur USB Type C vers Ethernet, puisque la caméra peut prendre place sur votre réseau en Wi-Fi, mais si le Wi-Fi n'est pas de bonne qualité ou inexistant et vous avez besoin de faire communiquer cette caméra avec d'autres périphériques, pourquoi pas d'autres caméras comme celle-ci, mais d'autres périphériques réseau, parce que vous avez monté un plateau, vous avez besoin de plusieurs caméras comme celle-ci, eh bien c'est exactement pour ce type d'usage qu'elle est pensée, qu'elle est imaginée. C'est des caméras motorisées qui vont vous permettre d'adresser ce type de besoin. Alors cette caméra, je l'ai reçue en test dans sa version qui n'était pas la version de base, où j'aurais eu la caméra et sa pochette de transport. Je l'ai aussi reçue avec sa télécommande, qui permet de piloter toutes les fonctionnalités de la caméra, ou presque en tout cas. On a ici un bouton vert qui est allumé, c'est le bouton 1, puisqu'elle est associée à ma caméra 1, mais je pourrais piloter jusqu'à 3 caméras, la rotation de la tête, le zoom, l'enregistrement, les fonctionnalités de suivi, changer également la vitesse de déplacement. On peut vraiment tout faire depuis cette télécommande. Mais naturellement, c'est aussi possible depuis l'application mobile et depuis l'application PC aussi. Ce n'est absolument pas indispensable que d'avoir cette télécommande, mais ça va me permettre de vous en parler. Télécommande qui peut donc piloter 3 caméras très facilement. Enfin, cette caméra, eh bien, elle est totalement autonome, puisqu'en plus de ces différents moyens de connexion à votre réseau, pour entamer un stream, même sur YouTube depuis n'importe où, elle intègre également une batterie de 1500 mAh, pour laquelle eh bien, le constructeur annonce une autonomie de 150 minutes environ en Full HD et 90 minutes en Ultra HD 4K. Alors là, je vous le dis d'entrée de jeu, il est vrai que je n'ai pas fait de mesure exactement très précise, parce que ça va quand même pas mal dépendre de votre sollicitation. Est-ce que vous allez vraiment bouger beaucoup devant son champ? Est-ce que vous allez régulièrement solliciter le zoom, le dézoom, etc. Donc un peu à la même manière, de la même manière qu'une caméra d'action, par exemple, ça va dépendre de comment vous allez la solliciter, mécaniquement, électroniquement. Bon, moi j'ai assez facilement dépassé l'heure d'utilisation en Ultra HD. J'ai d'ailleurs exclusivement filmé en Ultra HD. Concernant les tarifs, attention, je vous l'ai dit, on n'est pas là sur un produit qui se veut particulièrement grand public. On est là sur un produit qu'il faut considérer comme une caméra. C'est pas de la webcam Logitech, c'est pas de la webcam Razer que l'on va brancher à son ordinateur. Il y a une batterie, il y a du Wi-Fi, il y a des fonctionnalités de suivi, la tête est motorisée. C'est tout ce qui intéresse dans la caméra PTZ, mais qui a un coût assez important, certes beaucoup moins élevé que certains matériels peut-être un petit peu plus professionnels encore. Donc on est sur un tarif à 529 € quand même, hein. Donc la caméra, l'étui de transport, cet adaptateur, le câble USB également que je vous ai montré. Alors c'est assez étonnant parce que lorsque je l'avais reçu, j'avais commencé à prendre mes petites notes et surtout j'avais accepté ce produit en test et il était à 479 €, ce qui était déjà pas donné. Mais en même temps, moi ici, mon Insta360 que vous connaissez si vous suivez la chaîne, Insta360 Link, elle est redoutable cette petite webcam. Pour le coup, elle n'a rien d'autonome, elle est juste branchée en USB Type C à mon PC, mais elle était déjà très chère, à plus de 300 € de mémoire. Donc vous voyez que ce type de produit qui se veulent très qualitatifs ne sont pas donnés. Et il y a un pack également actuellement qui cette fois-ci intègre la télécommande qui est à 697 €. Mais attention, à 697 €, eh bien vous avez également la licence NDI. Cette licence, moi lorsque j'avais reçu la caméra, j'avais dû l'acheter. Elle m'avait coûté une centaine d'euros. Mais de toute façon, j'étais prêt à faire eh bien, cet investissement. Je n'ai pas payé la caméra. Donc ça me semblait tout à fait nécessaire pour tester le produit et surtout pour la suite de tous les tests. Alors je vais maintenant l'ajouter à mon OBS par le protocole NDI. Donc j'ai juste à venir ici, sachant qu'encore une fois, hein, je vous le dis, j'ai payé cette licence. Donc je clique sur source NDI, donc elle est d'ores et déjà présente là dans ma liste, mais je vais l'ajouter. Donc je vais l'appeler Hobsbot Tail
R, voilà, elle est là. Et vous allez voir, il y a que dalle à faire, quoi. C'est-à-dire que voilà, elle est reconnue. Hop, j'ai juste à cliquer là, je fais OK et elle va apparaître ici sur ma scène en plein écran. Et ensuite, eh bien, vous allez le voir que si elle apparaît ici, c'est notamment parce que ici sur le logiciel HubSpot Center qui est juste là, eh bien, j'ai défini le mode NDI, il est activé. Donc, ce qui va me permettre désormais de vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de ce logiciel ici, enfin de cette application qu'est HubSpot Center. Donc, dans cette partie plus, on retrouve tout ce qui est lié plutôt aux fonctionnalités et au mode de diffusion. Donc, arrêt automatique, arrêt programmé, démarrage programmé. Je peux utiliser la caméra aussi en USB Type C sur l'ordinateur, bien évidemment. Ensuite, le choix de l'encodeur H.264 ou H.265, le débit. Moi, j'ai tout mis au maximum, résolution 4K. Donc là-dessus, pas de sujet. On a ensuite les options qui, cette fois-ci, vont être liées au contrôle gestuel. On ira les tester en extérieur. Alors ça, c'était quelques fonctions de base, mais naturellement qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment dans les menus images, avec cette fois-ci la possibilité d'activer le HDR, la mise au point, est-ce que je veux une mise au point automatique, une mise au point manuelle, est-ce que je veux que ce soit plutôt une mise au point globale ou plutôt focalisée sur le visage, l'exposition également qui sera assez importante, là encore, exposition sur le visage au global, et puis ensuite on va pouvoir intervenir directement sur la compensation, saturer, enfin surexposer ou sous-exposer l'image, donc là vous voyez en direct ce que ça donne, là je vais juste la remettre à 0, comme je le disais, ensuite le choix des ISO, où je vous recommanderais là aussi de ne pas aller très haut, le scintillement 50, 60 Hz, la différence, les différentes balances des blancs, voilà on voit que ça prend un petit moment à faire, tungstène ou tout simplement la possibilité de l'ajuster, je vais le remettre en mode auto, la possibilité de l'ajuster ici manuellement, vous voyez, tac, ouais, ça fonctionne plutôt tout à fait correctement, donc ici je le remets en mode automatique. Donc on a également des réglages d'image standard, extérieur, pastel ou personnalisé. Là, vous allez pouvoir choisir de vous-même si vous souhaitez une image plus ou moins lumineuse, gérer les contrastes. Là aussi, vous le voyez, on arrive à faire des choses très à l'extrême. Moi j'ai souvent clairement laissé soit en mode standard, soit en mode auto, saturer ou désaturer l'image. Voilà, là aussi, à moins d'être friand de certains résultats. L'acuité et le ton, bon, tout ça, je vous cache pas que en mode standard, ça va très bien. C'est ce que j'ai préféré. Ensuite, on va retrouver la console. Là, je vais pouvoir lui demander d'arrêter de me suivre. Et la console, cette fois-ci, va être la vitesse du déplacement, du suivi, lent, standard, rapide. Là aussi, on verra ça à l'extérieur. Suivi normal, haut du corps, gros plan. Le mode de suivi, est-ce que vous voulez suivre des animaux ou un groupe de personnes? Vous avez également des pré-réglages P1, P2, P3. C'est très intéressant parce que, par exemple, vous allez dire à la caméra que je veux qu'elle se positionne, hop, par exemple, comme ça. Voilà, je vais lui mettre cette position-là, par exemple. Je vais lui dire ici qu'on va grossir un petit peu. Hop, et je vais dire que je vais actualiser PTZ. Je vais dire que la deuxième prise de vue, je veux par exemple qu'elle soit, voilà, on va dire là, sur le bureau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais vraiment juste pour dire. Voilà, là je le mets actualiser PTZ. Et puis la troisième, je vais carrément la faire ici. Et puis je vais zoomer. Où est-ce que je peux zoomer? Dézoomer? Allez, zoomer, par exemple, là, voilà. Allez, je vais aller zoomer ici, tiens, voilà, parce que j'aime bien. Je vais aller zoomer ici, hop, voilà, tac, et actualiser PTZ. Et ensuite, une fois que j'ai défini ça, j'ai plus qu'à sélectionner mes plans, et vous voyez, tac, de manière très rapide, je peux définir, comme ça, les différentes positions et les différents facteurs de zoom que j'aurais définis. Elle va gérer ça complètement toute seule. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est assez intéressant et que vous allez pouvoir en plus piloter aussi ici sur la télécommande. Regardez, hop, je vais revenir sur le point numéro 2, sur le point numéro 1. Alors les fonctions que je vous ai montrées à l'instant sur OBS, mais aussi sur le client PC, s'appliquent au cas de figure où je serai avec ce mode NDI activé. Mais vous allez me dire, si j'ai pas envie de payer pour cette licence NDI, est-ce que je peux quand même utiliser cette caméra en Wi-Fi au sein de mon réseau? La réponse est simple, c'est oui. Et c'est pour ça que c'est pas indispensable. Moi, je l'ai acheté pour vous le montrer et vous allez voir que ça fonctionne quand même très bien. Et pour cela, je vais désormais tout simplement basculer ici sur l'application HubSpot Center. J'ai cette petite icône ici en haut qui me permet d'activer la caméra virtuelle. Cette fois-ci,
elle va devenir une caméra virtuelle au sein de votre réseau. Je clique ici pour avoir un retour d'image, si je le souhaite, pour voir un petit peu ce que je fais, parce que tout à l'heure, j'avais des fonctionnalités, par exemple, de retouche, qui n'étaient pas disponibles dans le mode NDI, mais qui le sont ici. Alors là aussi, c'est absolument pas quelque chose que j'ai utilisé. Regardez, c'est quand même très fantaisiste tout ça. Moi, je suis vraiment pas fan de tout ça. Évidemment, on peut activer, forcer plus ou moins le trait sur ces différentes options. Les fonctionnalités de retouche aussi, pareil. Franchement, je suis pas fan de tous ces trucs-là. Sur les yeux, les pommettes, le nez, le corps, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est intéressant ça? Franchement, c'est un peu débile, non? Regardez l'effet que ça provoque sur le front, quoi. Pour amincir mon nez. Est-ce que ça marche, ça? Bon, bref, vous avez compris, je suis vraiment pas fan du tout de ce genre de truc. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est débile. Voilà, franchement, je pense que ça a assez peu d'intérêt, donc je vais désactiver ici ces filtres, ici c'est OK. Mais à l'OBS, il faut tout simplement que je lui ajoute cette fois-ci ma source. Et ma source, bah, ça va être assez simple, ça peut être périphérique de capture vidéo. Et là, je vais l'appeler HubSpot Wi-Fi. Je vais l'appeler comme ça, hop, il me dit où est-ce que tu es? Eh bien, tu es là, HubSpot Virtual Camera. Et la voilà, elle est juste ici, actionnée, activée, prête à travailler. Et vous voyez bien qu'il n'y a aucun câble qui la relie à mon ordinateur. Et pour autant, j'ai pas spécialement l'impression qu'on a un très gros temps de latence. Il y aura peut-être des situations où ça sera un petit peu plus compliqué, mais ici, pour un usage à la maison, ça fonctionne très bien. Évidemment que si jamais, eh bien, vous souhaitez utiliser OBS, c'est tout à fait possible. Ici, je vais chercher non pas OBS, mais NVIDIA Broadcast, pour supprimer par exemple un arrière-plan. Donc c'est tout à fait possible. Je vais sélectionner ici mon HubSpot Virtual Camera, il me détourne le fond, et regardez à la vitesse à laquelle j'ai pu lui dire, bah voilà, c'est fait. J'ai une configuration qui est prête en emploi avec une caméra qui est complètement mobile et qui est pilotable ici par le biais de ces petites choses-là. Voilà, franchement, bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la flexibilité d'utilisation comme ça derrière son bureau, elle est assez impressionnante. Et maintenant, je vous propose tout simplement d'aller en extérieur pour voir ce que ça donne avec cette fois-ci la mise à l'épreuve des fonctionnalités de tracking. On passe maintenant à l'extérieur pour tester les fonctionnalités de suivi de cette caméra. Et vous allez voir que je suis dans mon jardin. Je vous l'ai dit, elle m'a déjà servi pour réaliser des vidéos, cette caméra, pour me suivre, notamment dans le test du robot tondeuse qui est juste là, derrière. Et on dirait pas comme ça, mais je vais la soumettre ici à quelques difficultés. Et je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais vous avez ici une image qui est captée avec le mode HDR désactivé. Et pour activer le mode HDR, eh bien voilà, je coupe. Vous avez maintenant la captation de l'enregistrement de mon smartphone. Et il faut que j'aille ici dans les paramètres, que je clique sur la petite icône HDR et vous allez voir que hop, boum, je vais avoir comme ça l'exposition qui va augmenter. J'ai bien évidemment d'autres options qui sont disponibles, la possibilité d'être informé du niveau des ISO, le shutter speed et la correction d'exposition. J'étais en mode automatique, voilà ce que ça donne si jamais je suis en mode manuel. Et alors là, clairement, en mode manuel, je vais pouvoir intervenir directement sur les ISO et vous voyez que forcément, à 1600, c'est beaucoup, et ça ne convient pas du tout. Ensuite, je pense qu'ici, il va falloir que je change un petit peu aussi les valeurs de shutter speed, voilà, et on va pouvoir comme ça, si on est un petit peu à l'aise avec ces différents réglages, trouver le paramètre un peu idéal, mais si vous préférez vous laisser guider par la caméra, eh bien vous avez qu'à cliquer sur le mode auto. Je vais ensuite avoir quelques options de personnalisation que l'on retrouve notamment aussi sur l'application PC, voilà, ça c'est très simple d'accès. Ensuite, évidemment qu'il faudra penser à faire attention parce que si vous faites tous vos réglages alors que la luminosité de votre écran par exemple, enfin en vous fiant là-dessus, alors que la luminosité de l'écran est mal réglée, forcément il va y avoir un impact sur le résultat final. Je vais maintenant sortir de là tout simplement. Alors la balance des blancs aussi, très important si jamais vous êtes en intérieur, en extérieur, voilà. Alors il y a toujours des trucs qui sont un petit peu folkloriques. Je pense que entre les deux options qui sont les plus intéressantes, c'est soit le mode auto, encore une fois vous n'allez pas vous embêter, soit le mode custom si vous souhaitez ensuite rendre une image plus ou moins chaude ou plus ou moins froide. Voilà, moi pour ma part, selon le retour de mon smartphone, cette colorimétrie serait pas complètement débile, mais là encore, je vais plutôt me fier au mode auto de la caméra. Je vais juste donc quitter ici et puis je vais relancer l'enregistrement cette fois-ci sur la caméra.
On va se parler maintenant de la fonctionnalité de suivi. Pour cela, eh bien, ça peut passer par différentes options. Là, ici, il y a les options de réglage et ça va être ici que l'on a les fonctions dites gesture control et donc la sélection de la cible. Alors, c'est pas des choses qui sont traduites comme vous le voyez sur l'application mobile. Donc, soit je lui présente la paume, ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est lancer l'enregistrement avec ce petit signe de OK, zoomer également, appliquer un zoom dynamique. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité suivi. Si je reviens sur moi, vous voyez que là, je n'ai pas de cadre vert. En revanche, si je lui présente la main comme ça, vous voyez qu'un petit cadre vert est apparu dans l'application mobile et moi, elle m'a confirmé le fait qu'elle me suit directement avec un petit clignotement de voyant vert et j'ai un voyant bleu qui clignote en permanence pour m'indiquer qu'elle enregistre. Là, les options qui me sont offertes, hop, si j'active le suivi, voilà, suivi automatique, je retourne ensuite dans cette option et je peux voir que j'ai soit le suivi auto, soit les fonctionnalités, soit un plan close-up, donc un plan plutôt serré, un plan half body, donc un plan à demi-corps, ou un plan avec le corps entier. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va lui dire, bah écoute, tu vas te mettre en mode auto. Ce qui est intéressant, c'est que en haut ici, à gauche, elle me dit, c'est cette vue-là qui est on air actuellement. Parce qu'à tout moment, vous pouvez garder l'application comme ça et dire, bah moi je parle donc de manière assez dynamique ou confier le smartphone à quelqu'un d'autre, par exemple, et de manière assez dynamique, eh bien, je voudrais changer comme ça de plan et de valeur de zoom tout simplement. Je vais pour ma part choisir plutôt ici un cadrage demi-corps, ou en tout cas cadrage au niveau de la ceinture, et puis je vais me déplacer dans le jardin, on va voir, je pense que elle ne devrait pas avoir trop de mal à me suivre, même si je lui tourne le dos, elle m'a quand même coupé la tête là, il lui faut un petit moment pour revenir, je m'écarte, je vais bouger, et malheureusement, il y a quand même beaucoup d'obstacles, vous voyez, elle s'est plantée sur les panneaux, voilà, elle est revenue sur moi, il lui faut un petit peu de temps quand même pour me retrouver. J'ai quand même l'impression désormais qu'on est sur une vue assez pixelisée, je pense qu'elle tape très fort dans son zoom numérique, et ça c'est l'un des constats, je pense que lorsque vous allez avoir besoin d'utiliser ce zoom, qu'il va plutôt falloir choisir une qualité d'enregistrement en Full HD et lui laisser ce surplus de pixels entre le Full HD et l'Ultra HD pour qu'elle puisse se créer ce zoom, tout en sachant par ailleurs que certains logiciels gèrent très bien l'export de sources Full HD en 4K. Donc voilà, ça fera sans doute partie des petites restrictions. Là, vous voyez, je vais passer sur une zone lumineuse. Je suis pas sûr qu'elle parvienne à me suivre très bien, d'autant que je vais décider de passer derrière l'arbre. Ok, pour l'instant, ça se passe correctement. Ah, elle a du mal à me retrouver la tête. Allez, relève un peu. Est-ce que tu dois? Non, tu dois relever un peu. Il y a un souci. Je pense que ma tête ne lui revient pas, tout simplement. Vous voyez, le cadrage n'est ici pas parfait. Et pourtant, l'écran du smartphone, j'ai bien mon corps qui est identifié, sauf que là, le demi-corps, on n'y est plus là. Là, il me manque un bout sur le haut de mon crâne. Voilà, je vais ici m'asseoir, ce qui là devrait plus lui poser aucun problème. Voilà, elle me suit, là tout est ok. Si je me relève et que je repars cette fois-ci dans l'autre sens, je pense que voilà, c'est la difficulté vraiment doit venir de la partie exposition qui va lui poser problème. Est-ce que si je lui tourne le dos, elle va me perdre? Oui, je pense que ça va être compliqué. Vous voyez, là, elle a commencé à identifier la chaise, et voilà. Et là, c'est perdu. Donc, clairement, il y a des limitations, mais il lui faut pas grand-chose pour me retrouver. Il ne lui faut pas grand-chose. Je pense que dans des conditions lumineuses un peu meilleures, je pense que ça pourrait être plus efficace. Bon, vous le voyez ici, sur cette démonstration, en l'occurrence dans le jardin, qui est quand même pas mal chargé, avec les panneaux solaires, etc., le résultat est pas parfait. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu quand même des résultats aussi très convaincants lorsque j'ai testé le robot tondeuse, que ce soit sur la première vidéo, notamment vidéo de déballage, etc., où ensuite j'ai évolué dans mon jardin. C'était tout à fait convenable dans la partie suivi, mais aussi dans la partie mise à jour. Et alors pour moi qui suis entre guillemets créateur de contenu, enfin pour moi qui vous fais des vidéos, imaginez bien que si je lui dis comme ça, choisis-moi le mode auto, je suis assis sur ma chaise, et puis là, je vais poser le smartphone, et puis je pourrais à tous vos moments vous dire, et puis maintenant, je vais vous parler ici, de ce que présentent ces panneaux solaires ici. Vous voyez, regardez, hop, c'est quand même super cool pour moi de me dire que j'ai une caméra qui va me suivre, qui va tenir des valeurs de plan, et je ne vais pas avoir à faire moi-même les zooms en post-retraitement, à y revenir. Alors on le voit bien, c'est pas encore parfait, mais on a quand même un résultat qui est tout à fait convenable, tout à fait exploitable. C'est plus ou moins rapide d'ailleurs dans les valeurs de déplacement, et on a en plus aussi la possibilité d'aller lui définir des vitesses de suivi plus ou moins rapides. Donc par exemple, je suis en mode standard par défaut. On va voir si je me mets en mode lent, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que, oui, bon, on a peut-être une translation qui est légèrement plus lente, et si je me mets en mode rapide, est-ce que vraiment
elle est plus rapide. Ouais, peut-être, on va remettre ici le mode standard. Hop, allez, je me baisse, hop, je me relève. Ouais, il y a toujours une petite latence, mais en même temps, elle ne peut pas anticiper mes mouvements. Et alors là, par contre, sur le suivi latéral, ça semble effectivement, hop, un petit peu plus rapide. On va mettre le mode slow, hop. Ouais, le mode slow, effectivement, sera peut-être un petit peu plus de mal à me suivre. Je vois que j'arrive en effet plus en bordure de cadre. Le mode standard, hop, je pars. Ouais, elle arrive effectivement un petit peu mieux à suivre l'histoire, sauf que là, elle m'a fait un tracking, hop, un peu large. On y retourne et ensuite, le mode fast, on le reprend. Ouais, mode fast, vous voyez, j'ai effectivement une petite portion qui reste sur le côté. On a quand même ce centrage de l'image qui est un petit peu plus rapide. Bon, encore une fois, la caméra, difficile pour elle vraiment d'identifier ce que je vais faire. Alors, je vais maintenant vous parler de l'application HubSpot Live, mais avec une précision importante. La qualité de l'image que vous avez là actuellement, eh bien, c'est celle de ma caméra habituelle. Parce que si jamais j'utilisais la Tail Air, l'application, justement, me dirait qu'elle ne peut pas aller plus loin puisque la caméra est occupée. Donc, j'ai ici sous les yeux l'appli mobile, vous l'avez à côté de moi, et on retrouve d'abord deux fonctionnalités ici, plateforme streaming, et screen streaming. On va commencer par plateforme streaming. L'appli me demande dans quel format je vais vouloir diffuser du contenu, soit en mode paysage, soit en mode portrait. Bon, pour ma part, je vais aller choisir le mode paysage. Ensuite, eh bien, elle a gardé quelques paramètres que j'avais déjà définis, mais on le voit, elle a détecté les périphériques, en l'occurrence ici en haut la Tail Air, qui est la caméra, donc naturellement pour la diffusion, la première caméra, et puis ensuite, fonction assez intéressante, eh bien, elle me propose d'ajouter d'autres sources. Alors là, pourquoi pas utiliser par exemple l'un des capteurs de mon smartphone. Et alors pourquoi pas utiliser le capteur au dos ou le capteur en façade. Alors là, j'ai pas besoin de vous faire 50 explications parce que déjà, ça permet de faire des choses intéressantes. Intéressantes si jamais eh bien, vous voulez avoir un deuxième axe caméra sur vous. Intéressantes si vous êtes deux et que vous souhaitez filmer une deuxième personne. Ou pourquoi pas positionner votre smartphone en hauteur, comme on le sait par exemple pour faire un unboxing. Et alors là, différentes options s'offrent à vous. Vraiment, c'est selon votre guise, selon vos besoins, libre à vous d'utiliser cette fonctionnalité comme vous le souhaitez. Donc soit le capteur à l'arrière, soit le capteur en façade. Ici, moi j'ai défini plutôt le capteur en façade, parce que je ne vais pas vous montrer mon jardin, ça présente assez peu d'intérêt. Et voilà, et donc là, eh bien, directement, la caméra ouvre cette fois-ci la prévisualisation des deux sources. Ici, le capteur du mobile et ici, le capteur, donc la caméra, la Tail Air. Et puis, vous le voyez aussi, si jamais j'ai donc utilisé le capteur de mon smartphone pour positionner celui-ci face à un invité par exemple, eh bien le smartphone devient inaccessible. Et c'est pourquoi eh bien, je peux décider d'utiliser cette fois-ci la télécommande. Alors ça ne va pas ultra loin, mais néanmoins je trouve que ça propose des choses assez intéressantes. Et d'abord, dans cette logique de Canva et de Picture in Picture, vous allez le voir, il y a différents modes. Le premier Canva qui est ici la possibilité de choisir ici un mode splitté. Alors ça, clairement, si jamais il y avait un invité, ce serait vraiment intéressant d'avoir ce mode-là, de pouvoir parler à deux. Là, la double vue, encore une fois, là, ça peut avoir du sens d'ajouter un fond ou tout simplement de choisir un fond noir, choisir un habillage d'une chaîne, par exemple. Je pourrais tout à fait créer rapidement sur un Canva, par exemple. Je pourrais créer pour la photo de droite, juste mettre un synthé avec le nom, la photo de gauche, un synthé avec le nom, et puis créer comme ça très rapidement une vue à deux caméras. Donc voilà, je reviens maintenant en arrière pour vous parler cette fois-ci des options de transition. Alors elles ne sont pas toutes très élégantes. Ici on a d'abord la première transition, vous le voyez, ça fait un léger fondu. Je trouve que c'est la plus élégante, un fondu que je peux choisir d'ailleurs de rallonger. Ici j'ai augmenté la durée et puis si je clique, vous allez voir que la transition se fait de manière un petit peu plus lente. Là où je dis qu'il y a des trucs qui ne sont pas super élégants, c'est ce genre de choses. Ça passe, voilà. Donc celle-ci, cette transition en mode fondu, ça passe encore. Celle-ci, ça commence à devenir un peu limite. Alors ça devient carrément, je trouve, un peu lourdingue. Mais bon, voilà. Ici, il y a HubSpot qui nous propose différents choix de transition. Peut-être que ça viendra à être encore enrichi par la suite. Mais moi, vraiment, je préfère juste me baser sur le fade in et fade out en limitant par ailleurs un petit peu le délai de transition. Ensuite, je fais Next Step et alors là, eh bien, j'arrive tout simplement à la fenêtre de diffusion de mon contenu et je vais retrouver vraiment dans la partie haute eh bien, les différentes options, cette fois-ci les différents cadrages que je vais avoir le choix d'utiliser.
À tout moment, je peux également choisir d'avoir un retour sur les niveaux des micros pour être sûr que les deux micros sont bien équilibrés, que j'en ai pas un qui prend le pas sur l'autre. Et puis, je peux aussi décider d'appliquer quelques filtres. Alors là encore, hein, ça va être plus ou moins réussi en fonction de ce que propose ici l'application mobile. Moi, c'est pas le genre de choses dont je suis client. Et puis, surtout, dans les plans larges, ici par exemple de la Tail Air, je vais pouvoir surtout retrouver par ailleurs les différents cadres que me propose de base la caméra et les différentes fonctionnalités de suivi. Là, si je lui dis, tu viens plutôt me suivre moi en version courte, et hop, je vais pouvoir lui dire, voilà, tu me suis et surtout, tu me fais une version cadrée comme ça, serrée. Vous voyez, vraiment, à tout moment, je peux reprendre la main sur les différentes options qui sont en tout cas associées à la Tail Air, parce que bien évidemment que je ne vais pas aller piloter les fonctionnalités de la caméra ici de mon mobile. Je vais ensuite renseigner les paramètres de ma chaîne YouTube ou de ma chaîne Twitch. Attention, je ne peux streamer ici que en 1080p, mais avec un débit quand même qui peut atteindre 10 mégabits, et donc ça va quand même nous offrir une qualité de streaming assez convenable, avec également le choix de streamer sur des services en RTMP. Tout ça, c'est assez classique, mais vous avez vu qu'avec un minimum de configuration, on arrive à se créer comme ça un petit setup. Ça fonctionne quand même assez correctement. Voilà, franchement, si j'avais un deuxième intervenant, je serais prêt à diffuser. Alors enfin, pour conclure sur cette partie streaming, il y a bel et bien quelque chose qui manque, c'est que lorsque je clique sur YouTube, on voyait que les options qui me sont proposées sont quand même assez limitées. Je vais pouvoir saisir un titre, je vais pouvoir décider s'il s'agit d'un stream public, privé ou tout simplement non répertorié, et puis je vais pouvoir programmer un horaire de diffusion. Je ne vais pas pouvoir choisir par exemple la playlist à laquelle je souhaite rattacher ça, je ne vais pas pouvoir visiblement aussi associer de miniatures non plus là-dessus. C'est encore une partie un petit peu limitée sur ce type d'application tierce qui ne propose pas toujours un niveau de personnalisation des streams sur YouTube assez évolué. Bon voilà, c'est une des contraintes qu'il faudra avoir en tête quand même. Alors parmi les autres fonctionnalités de cette caméra, je vous l'ai dit, il y a les différentes commandes gestuelles, celles qui vous permettent de déclencher l'enregistrement en lui faisant le petit signe de OK. Je ne vais pas le faire, sinon ça va couper ici l'enregistrement, ça fonctionne bien. Il y a aussi les fonctionnalités de zoom cette fois-ci. Si jamais vous présentez comme ça les doigts devant la caméra, elle va aller chercher tout simplement le facteur de zoom que vous aurez défini dans l'application mobile, ou alors le choix du champ de vision par exemple, et elle va tout simplement directement se focaliser sur vous. Si jamais je refais ça, hop, elle va identifier le mouvement et boum, elle me rouvre ensuite également le champ le plus large. Il y a ensuite une autre option qui s'offre à vous, c'est le zoom dynamique, dynamic zoom, qui va consister à utiliser une autre gestuelle, mais là encore qui va se baser sur l'identification que vous ferez au préalable du sujet, ici moi en l'occurrence. La gestuelle est un peu différente, il suffit cette fois-ci de présenter les deux doigts et puis de lui dire hop, tu vas resserrer ou élargir le cadre. Alors si je pars désormais d'un petit peu plus loin, puisque je suis là en champ large, je peux lui dire comme ça hop, de resserrer dans l'image. Alors ça va lui prendre un certain temps, comme vous le voyez, à venir ensuite se positionner à la bonne hauteur. Bon, c'est pas très grave parce que naturellement l'idée c'est pas de vous filmer pendant que vous êtes en train de faire ces gestuelles, et donc grosso modo vous allez faire la gestuelle, puis ensuite lui laisser le temps de se cadrer sur vous, puis reprendre la parole. Là encore, je peux à nouveau présenter les doigts et hop, je peux lui dire cette fois-ci d'agrandir. Et vous le voyez bien, pour l'instant, elle n'est pas au champ de vision le plus large. Donc à nouveau, si je veux repasser sur un champ de vision le plus large, voilà, j'étends à nouveau les bras. Ça va assez vite. À l'inverse, je peux partir d'assez loin et puis je peux lui demander de resserrer. Mais là encore, hop, on va lui laisser le temps. Hop, sur l'application mobile, voilà, j'ai mon retour. Et je suis cadré comme je le souhaite et naturellement je peux continuer de me déplacer, et à tout moment, hop, on peut également utiliser la fonction de zoom, elle va zoomer encore un petit peu plus et je peux ensuite lui dire de repasser en écran large, en champ large, en utilisant le petit L avec mes deux doigts. Voilà, ça c'était les petites fonctions de gestion de contrôle, gesture contrôle, fonction de commande gestuelle qui fonctionnent plutôt pas mal. Voilà, c'est sur cette longue vidéo que s'achève le test de l'Obsbot Tail Air qui est en train actuellement de me filmer, et c'est amusant parce que vous le voyez ici, j'ai naturellement le retour en vidéo sur mon smartphone, mais j'ai aussi le client lancé sur le PC, il est juste là, et vous allez voir que je peux piloter la caméra aussi bien sur l'application mobile, mais aussi à distance. Comme ça, je peux saturer l'image. C'est le réglage que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de changer l'exposition globale, visage, la désactiver. Donc vous voyez que, en supposant par exemple que vous êtes encore une fois à l'extérieur et que quelqu'un a un accès distant à la caméra, il va pouvoir gérer ça aussi à distance et vous n'aurez plus qu'à vous préoccuper par exemple
de votre cadrage, les réglages seront déportés sur un opérateur. C'est pour vous montrer à quel point il y a de la souplesse dans les réglages ici de cette caméra au niveau des options, qu'elles soient liées à l'application mobile ou qu'elles soient liées à l'ordinateur. Voilà, il faut maintenant conclure là-dessus, mais vous avez bien dû vous rendre compte lors des tests en extérieur que sur la qualité d'image, on atteint quand même finalement assez rapidement les limites de cette caméra. C'est pas parfait. On voit bien ici en intérieur que si je vous adresse la parole ici au travers de l'Obsbot Tail Air, que la qualité de l'image et la qualité de l'audio sont pas les mêmes que si jamais je vous parle au travers de ma caméra ici Sony, qui est d'un tout autre format, qui coûte beaucoup plus cher et pour laquelle en plus, eh bien, j'utilise ici mon micro DJI Mic 2. Donc on n'est pas du tout sur le même genre de solution. Pour autant, les nombreuses mises à jour qu'a reçu ici cet Obsbot Tail Air permettent vraiment de sentir des petits paliers de progression. Ça risque d'être à utiliser dans un autre cadre et je pense que ça reste quand même assez intéressant parce que elle m'a pas mal surpris cette caméra lorsque j'ai pu diffuser des contenus sur Internet. Voilà, tout simplement. Dans un cadre, vous allez être essentiellement sur de la diffusion, du streaming, etc. avec toutes les fonctionnalités que ça implique, toutes les options, toute la souplesse que cet Obsbot Tail Air vous offre. Et puis avec la caméra Sony, c'est vrai que c'est un cadre bien plus qualitatif en matière d'image, mais c'est un petit peu plus figé aussi dans le tournage. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi maintenant ce que vous avez pensé de cette vidéo qui, je vous le rappelle, n'était absolument pas scriptée. Voilà, j'ai pas été payé, je vais garder le produit, c'est sûr, il va me servir, mais la vidéo était suffisamment longue, donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça répondait à toutes vos questions? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour me poser, toutes vos questions. Je vous dis également rendez-vous dans l'espace description, cette fois-ci où vous retrouverez des liens d'affiliation. Si la caméra vous a intéressé, vous pourrez l'acheter, ça ne vous coûtera pas plus cher et ça me permettra de toucher une petite commission pour, participer au travail de guerre, tout simplement. Et puis, vous retrouverez aussi dans la description mes liens vers mes réseaux sociaux, un lien Linktree qui vous mènera vers toutes mes plateformes, mais aussi un groupe de discussion Discord sur lequel nous sommes très actifs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!